nous bâtissons une troisième voie entre d'un côté le libéralisme anglo-saxon et de l'autre côté l'économie dirigée, entre, si je voulais illustrer, Milton Friedman d'un côté et Marx de l'autre, ou, pour être au risque d'être un peu caricatural, entre les USA et la Chine. Nous bâtissons un modèle d'entreprise européenne, durable, et une société plus juste qui doivent s'imposer. Et nous partagerons d'ailleurs dans une des tables rondes les avancées de la France et de l'Europe en termes d'extra-financiers. Troisième mot, la responsabilité. L'économie, les entreprises, les pouvoirs publics qui les soutiennent ont une responsabilité particulière. Mieux reconnaître les contributeurs, les hommes et les femmes qui portent les actifs et redéfinir un partage de la richesse et du pouvoir qui soit plus juste et plus durable. En tant que décideurs, nous, décideurs, influenceurs, acteurs du monde économique, nous avons un devoir de pédagogie, d'expérimentation, de cohésion et d'optimisme combatif pour que notre modèle d'entreprise européenne durable se construise et se pérennise. Résilience, vision, responsabilité, plus que jamais, il est possible de faire avancer l'immatériel comme un nouveau regard sur le monde économique, porteur d'une création de valeur plus durable, plus juste. Je voudrais profiter de cette occasion pour nous alerter également. Je voudrais nous mettre en garde sur le fait que cette émergence reste incertaine et fragile. L'avènement progressif de l'immatériel constitue une véritable transformation qui requiert de l'intelligence, du cœur et de la pratique. Intelligence, d'abord, le cerveau, la rationalité, des normes, des standards, on en parlera cet après-midi, des constructions réglementaires et juridiques qui inciteront les acteurs à faire évoluer leur comportement. Sur l'échiquier international de la réglementation et de la régulation, la tectonique des plaques s'accélère et les grandes manœuvres sont lancées. La Commission européenne est déterminée à renouveler sa directive sur l'extra-financier, mais des tensions sont à l'œuvre. Définir ce qui a de la valeur devient de fait un enjeu politique et géopolitique. J'oserais faire une référence au général de Gaulle, c'est l'année d'anniversaire. Il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Vous connaissez cette citation et cette ambition. Je dirais modestement que sur le terrain de l'immatériel également, la France et l'Union européenne devront nourrir une véritable ambition et exécuter une véritable stratégie commune. Il faut du cerveau, mais il faut aussi de la pratique, de l'expérimentation, du prototypage. Je dirais que là aussi, il faut que nous poursuivions des expérimentations sur l'immatériel. Il faut aussi que nous interrogions sur nos modèles de vie et de consommation. Et à la veille du Black Friday, interrogeons-nous bien sur le sens que nous plaçons dans les produits que nous consommons. Est-ce que nous allons atteindre un jour le mana, cet esprit magique que les peuples premiers d'Océanie plaçaient dans les choses? Et puis du cœur à la fin, parce qu'aucune transition, aussi modeste ou ambitieuse soit-il, ne se fera sans un engagement des âmes, sans une vision et un sens partagé, sans un attachement au bien commun, sans un engagement émotionnel des citoyens vers un monde économique nouveau. Et dans la période économique et sanitaire difficile que nous vivons, nous devons être résolument optimistes, imaginatifs et généreux. Et je dirais, je soulignerai notamment la générosité par rapport aux jeunes, une génération qui est profondément touchée aujourd'hui et dont les perspectives d'entrée sur le marché du travail s'assombrissent. Et notre urgence ou notre impérieuse nécessité sera d'agir pour eux dans les prochains mois et les prochaines années. Voilà. Les objectifs de cette demi-journée, sans surprise, c'est du partage de l'état de l'art, des débats, de la multidisciplinarité, l'incitation à l'action. Nous voulons augmenter cette communauté de l'immatériel, amplifier les initiatives déjà engagées par les entreprises, par le gouvernement, par la communauté européenne, et puis aussi célébration avec la mise à l'honneur de sociétés particulièrement performantes au travers des trophées. Voilà, vous connaissez le programme, tout un enchaînement. Nous avons prévu quelque chose d'assez rythmé avec des tables rondes de 45 minutes et des pauses. Vous aurez le temps de faire des pauses entre chacune de ces séquences. Et l'événement se conclura aux alentours de 19h, à 19h passées, avec la remise des trophées et 3 grandes catégories qui sont présentées. Donc, n'hésitez pas à participer, à donner votre point de vue, aussi à diffuser. Nous avons besoin de vous pour faire rayonner nos débats et nos travaux. Et je vous souhaite donc une excellente Journée nationale des actifs immatériels. Et je passe la parole maintenant à Pascal Faure, directeur général de l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, et qui est également, nous fait le plaisir d'être membre du conseil d'administration de l'Observatoire de l'immatériel. Pascal, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous me voyez, que vous m'entendez. Tout va bien? Oui, tout à fait. Voilà. Bien, bonjour à tous. Écoutez, je suis extrêmement heureux
au titre de l'INPI et aussi membre fondateur de l'Observatoire de l'immatériel, de participer à cette journée. J'aurais dû avoir le plaisir de vous accueillir dans nos locaux ici à Courbevoie. Malheureusement, les circonstances ne l'ont pas permis, mais je pense et j'espère que ça ne sera que partie remise. Alors, Jérôme me donne l'occasion de vous parler un petit peu de propriété industrielle, ce qui évidemment est très en lien avec notre journée, parce que vous savez que la propriété intellectuelle et industrielle plus particulièrement est devenue ces dernières années une question de portée stratégique. C'est l'objet d'enjeux commerciaux extrêmement importants entre toutes les grandes puissances. Et pour vous prendre juste un exemple illustratif, si vous prenez une économie comme la Chine, qui était autrefois réputée assez peu soucieuse de propriété intellectuelle, on parlait plutôt d'économie de la copie. Aujourd'hui, la Chine est devenue le premier pays déposant de brevets. Elle dépose près de 1,5 million de brevets par an, ce qui représente un peu moins de la moitié des brevets déposés dans le monde, 46%. Or, il y a 20 ans, en 2000, elle ne représentait que 4% des dépôts de brevets. Donc on voit bien que lorsqu'on rentre dans une économie de l'innovation, eh bien, on ne peut pas le faire sans avoir une logique de protection, de valorisation de ses actifs immatériels, de son innovation, et ça se fait à travers la propriété industrielle. Et l'exemple que je viens de citer montre aussi combien l'innovation s'est décalée vers l'Est ces dernières années, ce qui n'est pas sans incidence sur les grands équilibres mondiaux. Alors, l'innovation est un facteur clé de création de valeur, de compétitivité, donc il faut la valoriser, la protéger, et c'est l'objet précisément des titres de propriété industrielle, ce que nous faisons ici à l'INPI. Vous les connaissez, ce sont les brevets, les marques, mais aussi les dessins et modèles qui illustrent l'apparence des objets, mais il y a aussi les indications géographiques, alors artisanales pour ce qui nous concerne, comme la porcelaine de Limoges. Et ce qui est très intéressant, je crois, de constater, c'est qu'aujourd'hui, le volume des titres de propriété industrielle dans le monde croît plus vite que la croissance de l'économie. L'économie, alors ce que je dis est pré-Covid, parce que je ne ferai plus de prévision économique, mais la croissance économique, c'est à peu près 3% par an dans le monde. Les titres de propriété industrielle croient de 5% par an, c'est-à-dire plus vite que l'économie, et donc ça veut dire qu'il y a un attrait, un recours de plus en plus grand à ce genre d'outils. Évidemment, ça suppose que notre pays ait une vraie stratégie, une vraie vision stratégique dans ce domaine-là, et c'est là où l'INPI, je dirais, prend tout son rôle. Alors, un petit mot sur ce que nous faisons. Nous avons deux missions principales. La première, c'est d'instruire et de délivrer des titres pour protéger cette innovation, et ça, dans tous les États, on trouve un office comme le nôtre. Mais il y a également un deuxième rôle qui est très, très important, je crois, qui consiste à accompagner, à sensibiliser, à former à la propriété industrielle, parce que ce qui est important, c'est que les innovateurs, les entrepreneurs qui créent qui créent de la richesse quand ils innovent, eh bien, c'est qu'ils puissent la protéger par des titres. Et vous savez qu'en matière de propriété intellectuelle et industrielle, tout est fondé sur l'antériorité. Et donc, ça veut dire que si on n'est pas préparé, accoutumé et sensibilisé, bien, on risque de tout perdre, tout simplement parce qu'on n'aura pas su protéger cette valeur immatérielle au moment où il fallait le faire. Alors, un petit mot pour vous décrire l'importance des actifs immatériels dans notre économie. Vous savez que la véritable richesse aujourd'hui, elle est principalement immatérielle, plus que matérielle en termes de valeur, et que la capacité à innover, à créer des concepts, à produire des idées est devenue un avantage compétitif essentiel. Et je voudrais vous citer quelques ordres de grandeur qui me paraissent intéressants et qui résultent d'études faites au niveau de l'Office européen des brevets, qui montrent que si je prends les industries à forte intensité de droit en propriété intellectuelle, donc ce que j'ai cité, brevets, marques, dessins, modèles, droits d'auteur, eh bien ça génère à peu près 45% du PIB de l'Union européenne par an. Donc vous voyez, ces industries innovantes, créatrices, représentent quasiment la moitié du PIB de l'Europe. Et si je regarde les dépôts de marques, qui souvent sont des indicateurs un peu avancés du futur succès commercial d'une entreprise, parce que ça établit sa notoriété, ça souligne son caractère distinctif, eh bien ces industries qui recourent aux marques de manière intensive, elles représentent plus du tiers du PIB de l'Union européenne. Voilà. Donc il y a un lien direct entre
comment dire, actifs liés à la propriété intellectuelle, industrielle et poids économique. Et si je prends la France, c'est intéressant parce que, je dirais, nous tenons notre rang, et ça, c'est plaisir de le signaler de temps en temps. Bon, notre économie, vous savez, est immatérielle, je crois, alors à plus de 80%, 85%. Je laisserai Jérôme voilà, me corriger si je m'égare, et que les investissements dans l'immatériel sont très très importants. Je crois que ça représente plus des 2 tiers des investissements. Mais nous tenons notre rang, et je vais vous citer deux, trois chiffres qui montrent bien ça. La France, c'est le 4e déposant européen de brevets, juste derrière les Américains, l'Allemagne et le Japon, et donc devant tous les autres. Mais surtout, et c'est ça, je pense, qui est pour moi le chiffre le plus significatif de notre économie en matière de propriété industrielle, c'est que le taux d'extension des brevets à l'étranger est un taux record. Il est de plus de 65%. Ça veut dire que nos entreprises savent exporter leur innovation à l'international et se protéger sur une empreinte mondiale très grande. Et donc, ça veut dire que l'innovation qui sort de France, elle est performante parce qu'elle est protégée au niveau mondial, là où se trouvent les marchés. Et donc, nos entreprises savent parfaitement jouer ce jeu-là. Et puis enfin, dernier point de repère, la France, c'est le pays des marques. C'est le pays où on dépose le plus de marques, 100 000 marques par an. C'est un record en Europe, et ce chiffre ne baisse pas, et même dans le contexte économique que nous connaissons, nous allons cette année battre le nombre de marques déposées en France, plus de 100 000. Alors dans tout cela, et pour terminer en quelques mots, les missions de l'Institut national de la propriété industrielle, c'est bien sûr délivrer les titres, comme je vous l'ai dit, et les faire vivre, mais c'est aussi informer, sensibiliser, former à la propriété industrielle. C'est lutter contre la contrefaçon, et ça c'est un enjeu majeur. Alors je n'ai pas le temps de m'appesantir dessus, mais il y a énormément d'enjeux. Et puis aussi, notre mission, c'est d'adapter le droit, le faire évoluer dans notre domaine et renforcer l'influence de la France. Et c'est très important parce qu'on est dans un système mondialisé en matière de propriété industrielle. Alors on a quelques atouts, quelques avantages. Nous sommes parvenus à l'INPI à nous dématérialiser à 100%. Toutes nos procédures sont dématérialisées, ce qui nous a permis de passer les confinements sans dégradation aucune de la qualité de service qu'on rend. Les déposants, les titulaires de droit n'ont vu aucune différence. Et ça, je voudrais le signaler parce que c'est un bel atout que les collaborateurs de l'INPI ont pu obtenir. Nous sommes aussi un institut d'open data. C'est beaucoup moins connu. Mais depuis la loi croissance, nous avons ouvert toutes nos bases. Nous avons plus de 53 millions de données disponibles sur notre site data.npi.fr. Tous les titres de propriété industrielle sont accessibles, mais aussi toutes les données relatives aux entreprises. Donc ça aussi, c'est un beau patrimoine immatériel. Grâce à la loi Pacte, qui est la grande loi économique de cette mandature, nous avons pu renforcer la qualité de nos titres comme cela n'avait jamais été fait depuis près de 40 ans dans notre pays. Donc on a fait un saut en avant, on est au meilleur niveau de qualité de délivrance des titres, en matière de brevets comme en matière de marque. Et ça, c'est très important pour la confiance qu'on peut faire dans les titres français et aussi pour la capacité à les défendre et surtout dans les marchés internationaux. Et puis enfin, nous avons un dernier projet qui est de créer ce fameux guichet unique de formalité d'entreprise, puisque nous avons un peu plus d'1 an et demi pour mettre sur pied ce service qui fera de l'INPI le point d'entrée de tous les créateurs d'entreprises en matière de formalité, de création, de modification, de radiation d'entreprises. Et donc c'est un très très bel enjeu qui nous a été confié. Et pour terminer, si je devais résumer les trois enjeux les plus importants pour nous à l'avenir, le premier c'est la sensibilisation des acteurs, des PME, des startups, des innovateurs de manière générale, parce qu'il faut savoir protéger son innovation et encore une fois, il faut le faire tout au début. Voilà, et donc nous avons toute une gamme de services et tout un réseau pour aller au contact des entrepreneurs, avec des partenaires évidemment. Le deuxième enjeu, c'est grâce au fait que nous soyons désormais désignés pour mettre en place ce guichet unique de formalité d'entreprise, c'est de pouvoir enfin créer toute la synergie entre je crée une entreprise et je protège son patrimoine par des marques ou par des brevets. Et le fait d'avoir désormais comme point d'entrée l'INPI
à la création. Ça nous permettra tout de suite de sensibiliser ces partenaires, ces entreprises. Et puis enfin, notre dernier défi, c'est, je pense, celui qu'on a tous, d'améliorer le service à l'utilisateur avec des procédures de plus en plus fiables, fluides et de qualité. Voilà, en tout cas, merci pour l'intérêt que vous portez à la propriété industrielle et j'espère que cette journée sera très intéressante. En tout cas, le programme est remarquable. Donc, je vous souhaite de bons débats et je rends tout de suite la parole à Jérôme Julia, notre président. Merci beaucoup Pascal pour ce panorama et encore merci pour l'engagement de l'INPI de longue date. Vous faites bien de le rappeler, l'INPI fait partie des organismes cofondateurs de l'Observatoire il y a déjà plus de 10 ans. Et merci pour cette fidélité. Je voudrais savoir si Madame la Ministre est parmi nous ou pas. J'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être un petit peu de retard, mais... Elle arrive dans 2 minutes. Dans 2 minutes, très bien, parfait. Eh bien, très bien. Donc, en fait, en termes de programme, donc, nous allons avoir une première table ronde qui est sur le thème, comme vous l'avez vu, de souveraineté, compétitivité industrielle et ancrage territorial. J'en profite déjà pour présenter donc Olivier Fournier d'Hermès, Thierry Tingot de ST Microelectronics et Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises. Et on va peut-être un peu adapter l'agenda puisque Madame la Ministre pourra rester sans doute auprès de nous jusqu'à 14h45. Donc on empiétera un petit peu sur le début de cette table ronde sur souveraineté, compétitivité industrielle et ancrage territorial. Donc comment mettre en évidence en quoi l'investissement dans l'immatériel peut accélérer les plans de relance mis en œuvre par le gouvernement, améliorer la compétitivité des entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, peut-être favoriser la reconquête de certaines filières ou la relocalisation. Voilà, donc je pense que Mme la ministre ne va pas tarder. Voilà. Je meuble un petit peu. Je peux présenter, peut-être juste comme ça, je n'aurai pas à le faire tout à l'heure. Donc, je répète, Olivier Fournier, donc, qui est directeur général en charge de la gouvernance et du développement des organisations de Hermès et également une responsabilité de direction sur la fondation Hermès. Thierry Tingot a plusieurs titres. Il est président de ST Microelectronics France. Il est executive VP Public Affairs de France et Europe et président de CSF. Et puis Pierre Pelouzet, et médiateur des entreprises au ministère de l'économie et des finances. Nous aurons à la fois des témoignages sur les relations entre les entreprises et puis aussi des entreprises qui investissent dans des savoir-faire, dans des territoires pour garantir leur compétitivité, que ce soit dans les produits de luxe ou dans les composants électroniques. Si vous avez, j'en profite aussi pour dire, enfin pour le rappeler, on le rappellera plus tard, si vous souhaitez poser des questions, émettre des remarques, n'hésitez pas à utiliser le fil, on le surveillera au fur et à mesure, enfin vous connaissez ce principe, et nous, on en fera la synthèse, on ne pourra pas forcément tout garder, mais pour soumettre vos questions aux intervenants. On va encore un petit peu patienter. Je crois que l'actualité est assez chargée en ce moment, donc possible qu'il y ait des impératifs gouvernementaux. Désolé pour cet intermède, vous comprenez, qui n'était pas prévu. Je peux vous annoncer le programme, vous l'avez, hein, mais c'est juste comme ça, on voudrait terminer donc la première table ronde vers 15h15, aux alentours de 15h15. De fait, on sera peut-être amené à déborder un petit peu afin de démarrer la table ronde numéro 2 vers 15h30. Voilà. À chaque fois, on est sur
un format de 45 minutes avec une pause, peut-être mise à part à la fin, où on enchaînera directement entre la table ronde numéro 5, voilà, immatériel et responsabilité, même combat, on enchaînera directement sur les trophées de l'immatériel pour pouvoir clôturer vers 20 h. Donc, je vais en profiter pour faire un peu de publicité alors, hein, pendant ce que c'est le jour des réclames, c'est bientôt Noël. Enfin, si nous avions pu venir tous ensemble et nous réunir auprès de Pascal Faure dans les locaux de l'INPI, nous avions prévu de vous donner quelques éléments et de vous remettre notamment un ouvrage voilà, qui s'appelle Matériel Révolution silencieuse, que j'ai écrit et publié alors en plein confinement, et qui reprend un certain nombre des réflexions de l'Observatoire, un certain nombre de cas. C'est une réflexion à la fois microéconomique et macroéconomique, à la fois sur les politiques dans les entreprises et les politiques publiques. Donc, nous gardons cette promesse. Enfin, vous pouvez vous le procurer sur tous les bons sites. Je ne vais pas citer les sites parce que c'est un sujet sensible, mais vous pouvez aussi aller voir votre libraire préféré et lui commander ce livre. Ah voilà, j'ai un commentaire de lecteur, c'est gentil. Alors, attendez, je vais juste vérifier, j'en ai pour une seconde. Le titre, c'est « L'immatériel, révolution silencieuse, replacer l'humain au cœur des... » C'est le sous-titre. Et c'est aux éditions Îlot de Résistance. Allô? Il y a une question pour vous, Pascal. À quoi sert le brevet si on ne peut pas le défendre? Oui. Alors, un brevet, c'est fait pour pouvoir être défendu. Alors, attendez, j'ai perdu l'écran, là, je ne vous vois plus. Un brevet, c'est fait pour être défendu, mais je dirais la question me paraît un peu étonnante parce que précisément, c'est quand on n'a pas de brevet qu'on ne peut pas se défendre. Vous savez, la protection de l'innovation sans brevet, c'est souvent par le secret d'ailleurs, c'est bien jusqu'au jour où, voilà, une fois qu'on a dévoilé son secret, on n'a plus rien pour protéger ses titres. C'est sa valeur. Alors que le brevet, c'est un titre qui, étant délivré par un office institutionnel, a de la valeur devant les tribunaux. Et donc, il y a tout un ensemble de procédures pour les faire valoir. Donc, je dirais, la réponse, c'est que pour se défendre, il faut avoir un brevet. J'arrive plus à sortir de... Comment je sors de ça? Merci. Je vais vous demander, pour ceux qui n'interviennent pas, de couper les micros. Et nous allons accueillir Madame la ministre, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance chargée de l'Industrie. Donc Agnès Pannier-Runacher, un immense merci Agnès pour votre présence aujourd'hui avec nous et pour avoir accepté de nous consacrer un petit peu de temps. Vous nous entendez bien? Alors moi je vous entends très bien, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, nous vous entendons. Parfait. Donc Agnès, vous êtes haut fonctionnaire, dirigeant d'entreprise, femme politique française. Je rappelle pour ceux et celles qui ne sauraient pas que en octobre 2018, vous avez été nommé secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, M. Bruno Le Maire, délégué chargé de l'Industrie.
en juillet 2020 dans le gouvernement actuel de M. Jean Castex. Donc, merci pour votre présence. Et ben, je vais, sans transition, vous laisser la parole. Et j'ai prévenu l'auditoire que vous aviez, je crois, une contrainte à 14h45, d'après ce que j'ai compris. Merci beaucoup, merci à tous. Je suis ravie d'être parmi vous. Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour, cher Jérôme. Je suis très heureuse de participer à la Journée nationale des actifs immatériels. Le capital immatériel, c'est quelque chose qui, pour moi, a beaucoup de sens. J'ai travaillé lorsque j'étais dirigeante d'entreprise. Ce sont ces savoir-faire, ce mot que j'ai appris lorsque j'ai travaillé sur le sujet, c'est craftpot. Vous savez, c'est ces gens qui se distinguent des high-pot potentiels et qui savent comment fonctionne exactement l'entreprise et qui ont tous ces savoir-faire en main sans lesquels l'entreprise ne fonctionne pas. C'est les innovations, c'est les relations de confiance avec les clients, les fournisseurs, les écosystèmes académiques qui sont créés. C'est des brevets, évidemment, c'est des marques, c'est des organisations aussi qui ne reposent pas seulement sur des organigrammes. Tous ces éléments-là n'apparaissent pas encore clairement à l'actif des entreprises. Pourtant, on le sait, ce capital immatériel, c'est tout ce qui structure l'entreprise, qui va faire la différence, qui crée l'avantage compétitif, qui donne de la résilience dans les périodes de crise, qui permettent de mener les transformations les plus profondes et avec succès sans perdre l'âme de l'entreprise. Parce que ce qu'il y a dans le bilan, on est capable de se le procurer. On peut l'acheter, on peut s'équiper, on peut investir, on peut tirer des lignes de crédit. En revanche, les actifs immatériels, c'est ce qui est beaucoup plus difficile à se procurer et beaucoup plus difficile à mettre en place. Ces atouts, ils figurent donc en pointillés dans le bilan des entreprises. Au mieux, on est capable de capturer les marques et les brevets, parfois le goodwill. Le goodwill n'est pas représentatif de la patrimoine. Par parallélisme des formes, on peut considérer qu'un pays a un capital immatériel. Ce capital va constituer ses atouts pour rebondir et se transformer en période de crise. Dans les temps de crise que nous traversons, il me semble urgent de mieux valoriser le capital immatériel, tant dans les entreprises que dans les politiques publiques. Je l'ai dit à l'instant, un pays dispose d'un capital immatériel et dans l'industrie, ce capital est précieux. Alors, je vais regarder justement un peu au travers de ce prisme. Lorsqu'on est en charge de l'industrie comme moi, ce qu'on regarde d'abord, c'est l'écosystème de formation initiale. La France, c'est un écosystème de formation initiale accessible à tous et un système de formation des ingénieurs et des techniciens qui nous est envié par les autres pays. Notre capital immatériel, c'est également notre force de frappe de recherche et d'innovation et les liens non visibles qui peuvent se tisser entre recherche fondamentale et appliquée, entre équipes publiques et privées. Sur ces sujets-là, nous avons un acquis qui nous aide, par exemple, c'est l'excellence de notre recherche mathématique. Et de manière très appropriée, c'est un atout précieux pour l'intelligence artificielle. Je pense que tous les porteurs de la médaille Fields n'avaient pas imaginé que ce qu'ils ont mis en place est aujourd'hui un atout très fort de la France pour l'intelligence artificielle. Mais nous avons aussi une faiblesse, qui est l'insuffisante fluidité entre recherche publique et privée sur laquelle nous travaillons. Je vais y revenir. Notre patrimoine immatériel, c'est également la force de nos grands groupes qui nous distinguent des autres économies européennes. Et cette force, elle peut devenir une faiblesse si nos grands groupes regardent la France comme un pays comme les autres, là où le Mittelstand se sentira toujours profondément allemand. Et donc, en termes d'aide à la décision publique, ça invite la France et le gouvernement français à être plus attentifs aux entreprises de taille intermédiaire. Notre capital immatériel, ce sont la solidité et la lisibilité de nos procédures. Sur ce registre-là, la France souffre de sa trop grande variabilité et complexité de réglementation. Je donne souvent à mes équipes ce chiffre, c'est notre classement au regard de la complexité administrative au World Economic Forum. Nous sommes au-delà de la 100e place. Alors mes équipes me disent, oui, mais d'accord, on est au-delà de la 100e place, mais vraiment, l'index est mal construit. Et je leur dis, franchement, quand on est au-delà de la 100e place, c'est qu'il y a manifestement une marge de progrès, même si l'index n'est pas super bien construit. Et donc, c'est tout l'enjeu des démarches de simplification que nous devons mener. Notre capital immatériel, c'est la résilience et l'agilité de notre organisation. La crise en a montré la force.
le fait d'avoir un État qui soit solide, qui soit capable d'intervenir massivement et de immédiatement... Ils sont venus m'agresser. Et là, on m'envoie une grenade. Prendre en charge les difficultés économiques de l'ensemble d'un pays, en 15 jours, comme on l'a fait lors du premier confinement. Mais nous avons également montré les limites de cette organisation et ça montre à quel point la question de la réforme de l'État, de la formation de ces cadres, de leur parcours de carrière est plus que jamais d'actualité. Le capital immatériel d'un pays, c'est aussi le dialogue social. Et on le voit aujourd'hui, la manière dont se déroule le dialogue social, par exemple la comparaison habituelle entre la France et l'Allemagne, va conduire à avoir des atouts et des faiblesses différentes, d'où l'enjeu et le prisme que nous mettons nous à faire en sorte que le dialogue social se reporte le plus possible sur les entreprises et au plus près du terrain. Et dans cette, je dirais, approche générale, on peut considérer que le plan de relance, on pourrait regarder le plan de relance que nous sommes en train de mettre en œuvre, une opportunité pour faire évoluer notre pays, construire sur nos forces et renforcer nos actifs immatériels. Et je me suis dit que ça peut être intéressant de se livrer à cette lecture-là, c'est-à-dire le plan de relance au regard du prisme du capital immatériel. Le premier enjeu, c'est de faire de la résilience un actif immatériel au service des territoires. Nous pensons qu'il n'y a pas de destin économique, français ou européen, voire de destin tout court, sans vision industrielle. Après plusieurs années de désindustrialisation, on connaît le prix à payer pour la fermeture d'une usine. Il se monnaie par plus de fractures économiques, plus de détresse sociale et plus de dévitalisation territoriale. Il se paye comptant en indifférence face à l'action publique, voire en remise en cause des valeurs de notre démocratie. Il est quand même troublant de voir que la montée, par exemple, du vote extrême ou de l'abstentionnisme colle assez bien avec la carte de la désindustrialisation en France. Un territoire qui perd son industrie, c'est un territoire qui se vide et meurt à petit feu. La crise de la Covid a mis évidemment en lumière nos vulnérabilités dans les chaînes de production et d'approvisionnement. Il nous faut reconquérir les clés de cette résilience. Et ma conviction, c'est que l'industrie est évidemment un premier pas pour cette reconquête. Et c'est là qu'arrive le plan France Relance avec 35 milliards d'euros dédiés à l'industrie sur les 100 milliards d'euros. Donc, ce sur quoi nous construisons, c'est une force qui a été existante et des territoires qui sont encore imprégnés de liens immatériels autour de l'industrie et pour faire obstacle à quelque chose qui se délite et qui est notre fragilité industrielle. Notre ambition vise à relocaliser les maillons manquants, critiques, des chaînes de production stratégiques et de prendre un temps d'avance pour favoriser la localisation de technologies d'avenir en France et en Europe. Cette ambition de localisation, elle repose sur des enjeux immatériels forts. Un enjeu en termes de structure et d'organisation. Nous n'avons pas entendu pour le faire. On a commencé, peut-être à la manière allemande, d'organiser l'industrie en 18 filières, qui ne sont pas vraiment des filières, mais qui sont des secteurs d'activité ou des verticales autour desquelles nous réunissons les parties prenantes, les organisations syndicales, les petites entreprises, les moyennes, les grandes entreprises, et nous définissons des buts communs, et des buts communs ensemble, pas des buts communs entreprise par entreprise. Au niveau géographique, nous avons essayé de construire une approche industrielle par territoire, avec 148 territoires d'industrie, où là encore, on va cultiver des écosystèmes relationnels entre élus locaux, industriels, services de l'État et élus nationaux. Comme nous travaillons aussi au niveau national et international autour de la French Fab, et l'enjeu qui est derrière, c'est d'avoir une marque unique, une marque commune qui soit, là encore, on va utiliser la valeur de l'immatériel pour créer de la fierté commune, créer une visibilité et faire mieux reconnaître l'industrie française, à la fois en France, en termes d'attractivité, et à l'international lorsqu'on va sur les salons. On a également un enjeu de simplification. Je l'ai dit, c'est un point qui est clairement connu. Ce que nous portons avec des lois de simplification et d'accélération de l'action publique, nous venons par exemple de faire voter, c'est cette idée que par rapport à ce qui est plutôt du côté du passif
immatérielle de la France, nous avons des efforts à mettre en œuvre, avoir un droit de la propriété intellectuelle plus protecteur et plus flexible, par exemple. Notre deuxième enjeu, c'est la maîtrise des technologies permettant à la France de se positionner sur les marchés émergents à fort potentiel de croissance. Là, on retrouve tout ce qui est le volet innovation, nouvelles technologies et brevets. Et au fond, c'est vraiment le miroir de ce qui se fait dans les entreprises. Le projet d'investissement d'avenir que nous allons lancer avec 20 milliards d'euros sur 5 ans, dont 11 milliards d'euros qui seront engagés l'année prochaine et l'année d'après, s'inscrit dans cet objectif de regain de notre attractivité par l'innovation et par la technologie. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je dirais que l'idée générale, c'est de se dire que à la fois, nous allons nourrir des écosystèmes existants, des écosystèmes d'innovation en leur permettant de continuer bottom-up à créer des projets d'innovation et à renforcer leurs liens entre eux. Et en parallèle, nous allons nous positionner sur des marchés à fort potentiel de croissance et qui correspondent à des enjeux sociétaux majeurs, la santé, l'alimentation, le numérique, la transition écologique. Et là, nous allons prendre une posture d'accélération et de renforcement de notre position en investissant massivement et en construisant au fond sur ce qui est notre potentiel existant en matière de recherche et de développement. À ce stade, pour vous donner des exemples très concrets, les stratégies sur l'hydrogène décarboné, la cybersécurité, les technologies du quantique ont été finalisées et commencent à être déployées. Notre troisième enjeu, c'est de soutenir la transition environnementale. Là aussi, le plan de relance consacre des moyens inédits, 30 milliards d'euros pour l'ensemble de cette transition à la fois énergétique mais également environnementale, avec un objectif d'atteindre concrètement une réduction de 30% des émissions de CO2 dans le secteur industriel d'ici 2030. C'est un enjeu environnemental, mais c'est également un enjeu économique. Derrière la voiture électrique, l'avion décarboné, l'hydrogène vert industriel, ce sont des marchés, des emplois et au fond la construction d'une richesse future. Un des enjeux, si nous voulons que cette transition soit une réalité, c'est également de développer la mesure de la performance extra-financière des entreprises. Alors que l'activité économique se remet en marche, les investissements publics et privés doivent s'orienter de manière plus forte vers les activités durables et la transition énergétique. Dans ce contexte, la transparence des entreprises sur leur performance extra-financière devient d'autant plus essentielle. Nous l'avons porté au travers de la loi Pacte, puisque nous avons introduit dans le Code civil l'obligation pour toutes les entreprises de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. C'est essentiel au regard de notre objectif de faire de la responsabilité sociale et environnementale un élément qui est une petite part de l'immatériel, de la mise en évidence de l'immatériel dans une entreprise, mais qui est quand même des briques qui permettent de sortir de la lecture simple de la performance financière. Nous estimons par ailleurs qu'il y a un enjeu, je dirais, aussi de définition au niveau de l'Europe et de la place de Paris de ce qu'est cette performance. Enfin, le quatrième enjeu, il s'agit de mettre le capital humain au centre de l'économie. Là encore, on parle d'immatériel, c'est-à-dire c'est à la fois adresser les savoir-faire existants, savoir les faire évoluer, la question d'employabilité des gens qui sont aujourd'hui au travail, savoir placer les marches pour permettre aux gens éloignés de l'emploi de rentrer sur ce marché du travail et du coup, là aussi d'exprimer leur potentiel. Et là, on donne aussi la part belle à notre patrimoine immatériel, les personnes éloignées de l'emploi et les personnes handicapées, où si on sait les accompagner par des approches adaptées, la capacité à donner de la valeur à notre pays. C'est également la façon dont nous travaillons pour que les jeunes aient accès au marché du travail dans un contexte
difficile. Vous savez que nous avons réussi cette année à recruter plus de jeunes que l'année dernière, alors que le contexte n'était vraiment pas. Et pareil pour l'apprentissage. Ça, c'est le résultat de choix qui, derrière, porteront le fruit pour notre économie. On comptera dans le compte de résultat de l'État le coût de ces politiques, mais demain, on en verra la portée et les fruits, puisque cette génération de jeunes ne sera pas sacrifiée. Voilà des exemples, je dirais, très parlants, me semble-t-il, de la façon dont on peut articuler une approche du capital immatériel avec l'action publique. Je l'ai appliqué à l'État, c'était un peu un exercice théorique d'une certaine manière, mais qui ne l'est pas tant, parce que je pense que c'est une lecture puissante pour le dirigeant public et une lecture corroborative de son action publique, met en évidence aussi certains raccourcis qui peuvent à terme peser sur la destinée de notre pays. Et je dirais que par parallélisme des formes, cette lecture elle a une très grande force dans les entreprises, qui nous appartient, nous, dirigeants publics, de la développer, de la rendre plus accessible, en particulier aux PME, aux entreprises de taille intermédiaire. Et c'est pour ça que cette journée ou ce moment autour du patrimoine immatériel des entreprises est très important. Et je vous remercie de m'avoir invité pour l'ouvrir. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour cette intervention. Je ne sais pas si vous avez quelques minutes pour répondre à des questions ou... Oui. Alors, je vais me permettre. J'aurais peut-être deux questions. Je vous pose deux questions. C'est à des fins d'efficacité. La première, tout à l'heure, vous avez parlé du pilotage de l'extra-financier. C'est un sujet d'actualité puisque, comme je le disais en introduction, la Commission européenne travaille sur une nouvelle directive sur l'extra-financier. Il y a beaucoup de débats en ce moment sur le sujet. Donc, je voulais avoir votre avis sur en quoi une norme à venir sur l'extra-financier est à la fois utile, mais quelles sont ses limites aussi pour faire changer les comportements des acteurs économiques, pour à la fois, in fine, mieux protéger l'environnement et préserver les actifs. Donc ça, ce serait ma première question. Et une deuxième question, c'est vous aviez déclaré qu'au moment où vous avez pris le ministère de l'industrie ne doit pas être le ministère des problèmes, mais celui des solutions. Et quelles solutions auriez-vous en tête pour les mois prochains, pour 2021? Quelles solutions souhaiteriez-vous concevoir et expérimenter dans le domaine de l'immatériel pour mieux le préserver, mieux le défendre? Alors, sur la première question, qui est comment réfléchir, promouvoir quelles sont les limites de l'analyse extra-financière ou des normes extra-financières, je dirais qu'il y a plusieurs choses. La première chose, c'est comme toute norme, il est important d'être autour de la table pour définir la norme, c'est-à-dire pour porter un certain nombre de valeurs et certaines notions de notre modèle européen. On observe, quand on prend un petit peu de recul, que sur un certain nombre de normes récentes, je pense évidemment aux normes comptables, aux normes prudentielles, qu'il s'agit d'ailleurs des normes prudentielles bancaires ou des normes prudentielles assurantielles, on s'est retrouvé parfois pris au piège d'avoir une définition qui enferme les acteurs et qui limite leur capacité d'action, voire parfois qui les amène à avoir des comportements qui sont contraires à ce pourquoi ils sont théoriquement à leur raison d'être. Je prends un exemple. Si une norme a pour finalité pratique d'empêcher les banques de financer l'économie et en particulier les projets risqués, il y a quelque chose qui ne boucle pas dans l'approche de la norme. Et on voit aussi qu'il y a des concurrences de normes, je pense aux IFRS évidemment, parce que ça a été bien documenté, avec des approches anglo-saxonnes où finalement les Européens ne sont parfois pas en capacité de défendre une certaine vision du capitalisme et une certaine vision de l'économie, une certaine vision de leur modèle social et environnemental. Donc on voit bien que sur le volet d'une norme extra-financière qui quelque part aurait vocation à toucher aux enjeux de la responsabilité sociale et environnementale, le risque d'être dépassé par une norme qui soit anglo-saxonne et qui ne soit pas proche
de ce qui est les fondamentaux et le capital immatériel de l'Europe est réel et que ça nous mettrait en difficulté. On sait tous que moi je l'ai vécu en entreprise, lorsqu'on s'appuie sur ce qu'on croit être le capital immatériel de l'entreprise et qu'on a une mauvaise analyse de ça, ça ne marche pas. Donc si l'Europe construit son action sur une norme anglo-saxonne qui ne correspond pas à son ADN, ça ne marchera pas et c'est même dangereux. En revanche, ça peut être un véritable levier d'amélioration continue puisque moi j'ai l'habitude de dire à mes équipes dans mon précédent métier, le résultat financier, c'est la cristallisation du passé. La performance RSE, c'est l'anticipation des risques et potentiellement des performances du futur. Si on a vraiment une assise en termes social, c'est-à-dire que derrière, on a une confiance des salariés et une véritable qualité de dialogue social et des salariés qui sont engagés, motivés, formés. Si on est capable aussi de montrer que l'empreinte environnementale est maîtrisée et devient même un avantage compétitif par rapport aux concurrents, alors on construit les performances du futur et on peut assez largement l'ouvrir sur d'autres sujets. Donc, ces leviers-là sont des leviers de création de la performance, alors certes pas à très court terme, mais souvent ça pondère bien et ça oblige à lever la tête du guidon et justement à pas passer à côté de ce qui est la vraie performance, celle qui est durable, qui est répétable et surtout qui crée la résilience. Parce que la résilience, c'est la capacité à retrouver sa stabilité dans une période de crise. C'est un peu comme le culbuto. Si vous avez un socle solide, vous retrouvez votre stabilité même si vous êtes balayé par un mouvement. Si vous n'avez pas cette gravitas, cette gravité, alors vous risquez d'être balayé dans la crise. C'est à ça, je pense, que doit servir l'approche par le capital immatériel, les actifs immatériels et la responsabilité et la notation ou les normes extra-financières peuvent y aider. Elles ont nécessairement un risque, c'est d'être un peu caricaturale ou simplificatrice de l'ensemble des leviers des actifs immatériels sur lesquels on peut jouer dans la deuxième question, c'était... Quelle initiative? Est-ce qu'il y a des initiatives à venir? Alors, on essaye de travailler, notamment une idée qui a germé, c'est de se dire que le travail sur les actifs immatériels, c'est un passage qui peut aider une entreprise à traverser une crise. Parce que juste elle se repositionne sur ce qui fait réellement sa raison d'être et son socle et sa force, sa différenciation. Et du coup, sur cette base-là, elle peut pivoter et passer un cap difficile, soit en se disant je vais partir sur un autre type de marché, mais qui correspond bien à ce socle et à cette solidité et à ces atouts que j'ai déjà, soit pour se rassurer sur sa capacité à reprendre du risque, donc à redémarrer, soit pour réengager les salariés dans l'entreprise en dépit de moments de difficultés qui auraient été traversés. Et donc, on voudrait essayer sur un échantillon d'entreprise, d'appliquer cette méthode pour voir concrètement ce qu'elle permet de donner comme aide à la décision et comme information utile. Encore une fois, c'est très concret, aux décideurs et aux dirigeants d'entreprise. Donc voilà, c'est un projet qui est encore très préliminaire, mais sur lequel effectivement on serait assez ravis de pouvoir avancer parce qu'on pense que c'est un élément de formation et d'accompagnement des entreprises qui peut être assez puissant, en particulier dans le moment que nous traversons, qui est à la fois une crise conjoncturelle liée à la Covid, et qui est également un moment de transformation structurelle massif. Parce que certains secteurs sont certes très secoués, mais il y avait les ferments de la difficulté ou de la transformation qui était déjà en place. Lorsque vous devez digitaliser, lorsque vous devez changer votre empreinte environnementale,
environnementale, en quelques années seulement, c'est pas la faute à la Covid, c'est des mouvements qui sont plus profonds dans le cours des choses, et je pense que cette approche par les actifs immatériels peut permettre de réarmer nos entrepreneurs pour repartir à la conquête. Alors, merci. Peut-être une autre question qui a été posée dans l'assistance, qui est liée aux plans qui ont lieu aujourd'hui, des sociétés qui sont en difficulté, qui sont obligées, et vous connaissez bien ces situations, de restructurer l'appareil industriel, parfois d'être obligé de se séparer d'un certain nombre de personnes. Dans ce cas de figure, comment à la fois, quelles mesures pour accompagner la crainte de déperdition de savoir-faire, de manières de faire qui ont une vraie valeur et qui peuvent, dans ce type de choc, être mises à mal. Et puis, vu des individus, comment mieux soutenir les craftpots que vous citiez tout à l'heure, qui sont un peu je les requalifierais un peu de héros discrets, qui sont des personnes qui, de fait, dans leur travail, portent des actifs. Comment est-ce que vous voyez les choses aujourd'hui et demain? Allô? Oui. Est-ce que vous avez entendu la question? Non, pas du tout, ça a coupé. Ça a coupé, pardon. Alors, je vais... Début, donc je pressentais sur les restructurations et le oui. de compétences. D'accord, je vais la reformuler rapidement. Donc, il y avait une question. Dans ce type de situation de restructuration, comment à la fois, vu de l'entreprise et d'une filière, préserver des actifs, notamment des savoir-faire qui sont essentiels et qui sont parfois un avantage compétitif, éviter une déperdition des savoirs, et vu des individus, cette fois-ci des hommes et des femmes concernés, qui sont en fait les craftpots que vous décriviez tout à l'heure, comment faire en sorte aussi de les soutenir d'une certaine manière? Est-ce que là aussi, il y a des choses à changer demain dans des situations de ce type? Alors, je dirais qu'il y a l'action politique d'aujourd'hui. Et là, très clairement, on a pris des décisions fortes. L'activité partielle de longue durée, c'est une décision forte qui vise précisément à faire en sorte que l'entreprise ne soit pas contrainte pour des raisons de pérennité à se séparer des personnes qu'elle a formées pendant des années et qui ont une connaissance intime de l'entreprise et qu'elle peinera à recruter au moment de la reprise économique. Et on a couplé ça avec un effort sans égal en matière de formation, l'idée étant que non seulement ces personnes sont précieuses pour l'entreprise, mais qu'en plus on peut continuer à les former, y compris à un moment dans un moment de crise économique, sans fragiliser l'entreprise sur sa partie financière. Et ça, c'est l'action du ministère du Travail et de l'Emploi qui, évidemment, est très forte sur ce sujet-là. C'est notamment les formatifs que nous déployons dans la filière aéronautique. On sait qu'il faut parfois 10 ans pour former certaines compétences. Et puis, la deuxième approche que nous mettons en œuvre, c'est en fait de cofinancer avec les entreprises leurs projets de recherche et développement et d'innovation pour continuer à nourrir en projet des ingénieurs qui pourraient être arrêtés faute de financement au sein de l'entreprise et faute de projet. Parce que si vous traversez une crise, il y a même des projets qui vont se distendre en termes de temps et donc l'enjeu, c'est que c'est pas simplement de payer ces scientifiques, ces chercheurs, mais c'est aussi de s'assurer qu'ils continuent à être nourris intellectuellement pour pouvoir toujours être les meilleurs et pour pouvoir toujours produire ce qui va créer le quart d'heure d'avance pour l'entreprise et pour un pays. Et donc, nous avons dans la filière automobile, dans la filière aéronautique, fait ce partenariat un peu une idée entre recherche publique et recherche privée pour continuer à maintenir ces fonctions dans l'entreprise. Voilà 2 exemples concrets de ce qu'on peut faire justement pour éviter de perdre en fait tout ce qui a été construit dans l'ombre et dont on ne mesure pas le prix quand en fait on n'en est pas privé. Merci. Je vois qu'il est 15 heures, donc je vais vous remercier au nom de tous les participants. Merci encore
Agnès, pour cette participation et à très bientôt. Voilà. Merci beaucoup et bonne avancée dans vos travaux. Merci, à bientôt. À bientôt. Je vais enchaîner, donc désolé pour le décalage. Donc je vais passer la parole à nos trois intervenants. Peut-être qu'on sera amené à revoir un tout petit peu le timing. Est-ce que Monsieur Fournier, là, Olivier Fournier de Hermès, devrait être parmi nous? S'il est là. Oui, je suis là. Bon, voilà, alors Monsieur Fournier, donc je vais vous passer la parole. D'ailleurs, vous pouvez vous sentir libre de réagir à ce que vient de dire Madame la Ministre. Je voulais aussi donc vous interroger. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous êtes directeur général en charge de la gouvernance et du développement des organisations d'Hermès. Est-ce que vous pourriez, pour commencer, nous donner un aperçu des ressources immatérielles de la maison Hermès et puis nous indiquer un petit peu en quoi ces actifs ont été un vecteur de résilience et de développement pour Hermès et le seront encore en 2021? Merci, merci de cette invitation. En écoutant ce qui vient d'être dit, je me disais qu'il y avait 4 éléments qui pouvaient peut-être permettre d'éclairer la question que vous posez. Le premier, c'est un peu aussi en lien avec ce que disait tout à l'heure Pascal Faure, le président de l'INPI, c'est la création, c'est la force de la création. Dans une maison comme Hermès qui a évidemment cet acte créatif comme acte premier de notre activité sur les 16 métiers que nous avons aujourd'hui, la création et la force de la création, elle est essentielle, elle est au service d'objets durables. Et donc je pense que ça, c'est un des actifs immatériels les plus importants. Le deuxième, c'est que cette création, elle s'exprime, avant même de s'exprimer dans nos boutiques, elle s'exprime dans les mains de nos artisans. Et le fait d'avoir maintenu un modèle artisanal depuis 1837, c'est un point majeur, je pense, qui nous qualifie aussi. C'est-à-dire que le capital humain, qui est constitué par tous ces hommes et ces femmes qui réalisent ces objets, à peu près 70% des objets que nous fabriquons, nous vendons, pardon, nous les fabriquons nous-mêmes. Et nous les fabriquons nous-mêmes, ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, 46% des 16 000 collaborateurs de la maison sont des hommes et des femmes de production, dans le domaine du textile, dans le domaine du cuir, de la porcelaine, du cristal. C'est vraiment cette force vive qui est essentielle et qui exprime ces savoir-faire avec une notion très forte, dont on pourra reparler aussi après, qui est la notion de transmission et donc d'éducation. On a une formation à la base qui est importante. Ça aussi, ça fait partie des actifs immatériels. Après, le troisième point, c'est le réseau des partenaires. On ne pourrait pas être là où on en est aujourd'hui sans les partenaires avec lesquels nous travaillons. Certains avec une grande histoire et une grande fidélité à la maison. On parle de fournisseurs avec lesquels on est engagé, pour certains, depuis plus de 100 ans. Et ça, c'est aussi un élément marquant des actifs immatériels. Et puis le dernier, et c'est peut-être pas le moindre d'ailleurs, c'est qu'on est dans une maison familiale avec un actionnariat familial solide, indépendant, qui garant de la dépendance, en tout cas de la maison, et qui a une stratégie de long terme. Et donc qui est pas pris par les contraintes et les aléas du court terme. Bien évidemment, on doit y faire face, mais on trace une route qui est une route de long terme, et on est convaincu qu'on ne peut pas créer de valeur économique sans créer de valeur sociale. Ça, c'est un point majeur. Merci, Monsieur Fournier. Je vais passer la parole à Monsieur Tingot, président ST Microelectronics France. Donc, Monsieur Tingot, un peu même question pour un groupe comme ST Micro, que certains connaissent peut-être, d'autres moins. Pouvez-vous aussi nous donner un aperçu de vos ressources spécifiques et ce qui vous aide à vous développer? Et merci pour cette invitation également. Je pense que ce qui est important pour nous d'abord, c'est ST Microelectronics, c'est une société qui fabrique, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais des composants électroniques. Donc on développe des transistors de puissance pour les véhicules électriques, pour les véhicules hybrides, des microprocesseurs, des microcontrôleurs, des mémoires, des capteurs. Est-ce que enfin, je me permets d'intervenir pour ceux qui ne parlent pas et de couper bien vos micros. Merci.
Et Oui, on a Monsieur Tingot, on a un petit peu de mal à vous entendre. Je ne sais pas si vous nous entendez. Là, l'image est figée. Oui, vous nous entendez? Là, on ne vous entend pas, hein. Bon, peut-être que, enfin, peut-être il faut que vous vous reconnectiez, je ne sais pas. Oui. Peut-être je vais laisser la parole aussi à Pierre Pelouzet qui est avec nous. Pierre. Oui, Jérôme. Voilà, c'est l'occasion, médiateur des entreprises. Bon, quelle mesure vous pouvez nous donner en quelques mots le rôle de cette médiation? En quoi le médiateur des entreprises permet de préserver les actifs de chacun des acteurs? Et puis nous brosser en quelques mots les priorités qui ont été les vôtres en 2020 dans des circonstances particulières et celles que vous voyez pour 2021. Oui, merci Jérôme. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être ici, effectivement, de partager et peut-être partager pourquoi je suis arrivé à l'immatériel, ce qui explique aussi ma fonction. Je suis arrivé à l'immatériel parce que depuis des années, je suis un peu un obsédé de la qualité de la relation entre les acteurs économiques et en particulier entre les fournisseurs et leurs grands clients. Ça a été évoqué par Hermès. Je vois Olivier qui hoche la tête de haut en bas, donc il me suit dans mon raisonnement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, évidemment, ça ne se mesure pas. Mais quand vos fournisseurs, quand les artisans qui travaillent pour vous, quand les TPE, les PME qui peuvent constituer jusqu'à 60, 70, 80% de votre chiffre d'affaires n'ont pas envie de travailler pour vous, ça a des conséquences dramatiques. Et au contraire, quand ces petites entreprises, ces artisans ont envie de travailler pour vous, ça peut être un booster extraordinaire. Et ça ne se voit pas dans les comptes, d'où l'intérêt de le matérialiser au travers des actifs immatériels et de pouvoir se dire, mais quelle est la valeur extraordinaire que j'ai là et que je ne perçois pas. Parce que notre quotidien, et je reviens sur mon rôle de médiateur des entreprises, c'est justement ça. Travailler sur cette confiance entre les acteurs économiques au travers du dialogue, un dialogue assisté par le médiateur, mais aussi promouvoir tout ce qui peut encourager ce dialogue et faire prendre conscience à tous de l'intérêt extraordinaire de ce dialogue et du fait que tout le monde est gagnant. Je vais être très pragmatique et très concret sur nos sujets. Je prends par exemple les retards de paiement de factures qui constituent près de la moitié de nos saisines. Si vous êtes un artisan, une PME, une TPE et que vous êtes mal payé par votre client, je peux vous dire que le jour où votre client a besoin de quelque chose, il peut toujours attendre, comme on dit. Et vous voyez, ça a l'air extrêmement basique, mais regardez la valeur que ça a. Parce qu'à côté de ça, il y aura peut-être un autre client qui, lui, sera un bon payeur et sera même à l'écoute de vos sujets de trésorerie. Et le jour où il a besoin de vous, vous allez vous décarcasser pour lui rendre service. Donc, vous voyez, sur ce lien de confiance, tout simple, tout bête, tout basique, on a une valeur énorme. Et ça, c'est vrai pour les délais de paiement, mais c'est vrai aussi pour toute la qualité des relations contractuelles. C'est vrai pour tout l'accompagnement, pour tout le dialogue qu'on peut avoir entre les clients et les fournisseurs. Et ça, il faut qu'on arrive à le mesurer, à le valoriser, parce que le jour où toutes les entreprises et d'ailleurs les administrations, parce que c'est vrai aussi pour les administrations, se rendent compte de la valeur qu'elles ont à avoir ce capital fournisseur de qualité, ce jour-là, il y a des choses extraordinaires qui vont se passer. C'est la même chose pour l'innovation. On sait aujourd'hui que la majorité de l'innovation ne vient pas des grands groupes qui ont du mal à se renouveler, qui ont du mal à réfléchir sur les nouveautés, mais viennent de ces PME, de ces startups, de ces TPE. Là aussi, si vous avez de l'innovation, à qui allez-vous la proposer? À cette entreprise qui vous paye mal, avec qui vous travaillez mal, avec qui ça se passe toujours de manière difficile, ou à cette entreprise avec qui ça se passe bien, qui vous écoute, qui vous accompagne? Évidemment, c'est la deuxième. Donc, vous voyez, ce capital fournisseur est un capital énorme et c'est pour ça qu'on est arrivé aux actifs immatériels. Derrière le capital fournisseur, il y a évidemment le capital humain. Pourquoi je dis ça? Parce que nous, en médiation, on fait quoi? On fait se rencontrer des êtres humains. Ce n'est pas des entreprises qui se rencontrent, c'est monsieur untel, président ou directeur général d'une PME-TPE, face à madame ou monsieur untel, responsable achat, responsable financier, responsable opérationnel dans un grand groupe ou dans une administration. Et donc, on ramène à l'humain. Et c'est là où on voit que, en fait, que si ça se passe bien ou si ça ne se passe pas bien, c'est parce que les êtres humains sont bien ou ne sont pas bien dans leur environnement. Alors, il y a tout un tas de raisons qui font qu'on n'est pas très bien dans son environnement.
Ceci étant, on voit typiquement des entreprises où les employés, les personnels ne sont pas très bien, et donc ça se répercute sur les relations externes. Et à contrario, on voit des gens qui sont très ouverts au dialogue, qui naturellement y viennent, et là, ça provient souvent aussi comme on dit, d'une bonne ambiance. Mais vous voyez, ce capital humain, cette qualité de la relation interne, a aussi des effets sur les relations externes. Voilà déjà 2 bonnes raisons pour nous de nous investir dans les actifs immatériels et de vous accompagner tous, Jérôme, comme vous le savez, avec plaisir. Capital fournisseur, capital humain, ce sont 2 leviers magiques, j'allais dire, mais encore faut-il qu'on les visualise, qu'on les valorise pour la bonne santé de nos entreprises et j'allais dire encore plus pour la reprise économique aujourd'hui. On est dans une situation aujourd'hui où ça devient encore plus criant. Des grands groupes d'hier qui allaient formidablement bien se retrouvent aujourd'hui en grande difficulté. Et là, la solidarité, la réflexion d'ensemble entre les entreprises joue un rôle majeur. Et c'est tout ça qu'on veut accompagner. Donc, j'en profite aussi pour passer le message. Bien entendu, n'hésitez pas à nous saisir, médiateurdesentreprises.fr, pour tous les sujets de difficulté entre entreprises ou entreprises et administration. Nous sommes là pour aider, pour accompagner, pour vous aider à recréer ce lien de confiance, ce dialogue, et donc à recréer de la valeur immatérielle. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Thierry Tingot, je crois, est revenu parmi nous. J'espère que le son est meilleur cette fois-ci. Monsieur Tingot, vous êtes là? Oui, désolé. Oui, je suis là. Désolé. Alors, pour la connexion. Donc, du coup, vous avez été coupé dans votre élan et je vous laisse la parole pour vous étiez en train de faire le portrait de votre groupe. Voilà, donc nous développons des composants électroniques pour les véhicules électriques, pour les véhicules hybrides, pour les objets connectés, pour l'industrie 4.0, des microprocesseurs, des calculateurs, des transistors de puissance. Et nous sommes entièrement dans la recherche, développement et l'innovation. Ce qui fait croître l'entreprise, c'est essentiellement l'innovation qu'on peut apporter à nos clients, la rapidité à laquelle on peut introduire ces innovations sur le marché, et bien sûr, la compétitivité de la solution qu'on apporte. C'est un marché ultra compétitif, comme vous le savez, qui est global. On fait face à des concurrents américains, japonais, coréens, taïwanais et maintenant de plus en plus chinois. Et donc, c'est sur un secteur de marché extrêmement concurrentiel. Ce qui est important pour nous, c'est de considérer que cette innovation, elle est liée à notre capital humain. C'est à la fois à travers les compétences que nous avons en interne, puisque nous internalisons beaucoup de notre recherche et développement. Nous travaillons un petit peu avec les startups, comme ça a été mentionné précédemment, mais beaucoup en interne. Et 15% de notre chiffre d'affaires est consacré à la recherche et l'innovation, ce qui est quand même important. Et en France, le groupe, c'est 46 000 employés dans le monde. Et on a 10 500 personnes en France. Et sur les 10 500 personnes, il y en a à peu près 3 000 qui font de la recherche et développement sur le territoire national. Comment on fait cette recherche et développement? Donc, effectivement, il y a 2 axes. Il y a l'axe des expertises, des compétences, des ressources que nous pouvons avoir. Et là, encore une fois, en France, on doit beaucoup travailler sur les compétences et ressources au niveau de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. C'est extrêmement important dans notre domaine. Je prendrai juste l'exemple d'un commentaire qui a été fait par le CEO d'Intel hier, qui a demandé à l'administration Biden de pouvoir autoriser l'immigration de 4000 ingénieurs étrangers, parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'ingénieurs aux États-Unis. Donc en France, il faut qu'on travaille aussi sur ce sujet-là. C'est très important pour développer les produits. Mais pour développer des produits, la chaîne de valeur des semi-conducteurs est tellement compliquée qu'on ne peut pas travailler en autarcie. Donc l'autre axe qui est essentiel, c'est le partenariat, qui peut être soit amont, soit aval, partenariat avec les fournisseurs, avec les laboratoires de recherche et développement comme le CEA Leti par exemple en France, mais aussi avec d'autres organismes mondiaux, et partenariat pour développer les nouveaux produits avec les clients. C'est essentiel. Si aujourd'hui, vous nous demandez de développer un produit pour faire la fusion des données pour la voiture autonome, ce que nous faisons par ailleurs, on ne sait pas faire. Si vous nous demandez de développer un produit qui va faire 25 téraopérations par seconde, qui va avoir 128 processeurs intégrés et qui aura une architecture qui permet de consommer moins de 100 milliwatts par téraopération par seconde, ça nous parle plus. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'avoir cette coopération de façon très très étroite avec les clients en amont et en aval pour développer des solutions qui soient compétitives. Donc le partenariat du point de vue immatériel est essentiel.
L'autre axe qui est important et qui a été rappelé par Pascal Faure au début, c'est la partie brevet. Notre stratégie dans ce domaine n'est pas nécessairement de faire une course au volume, mais de bien travailler sur des brevets pertinents, importants, et de les enregistrer au niveau mondial. Pourquoi? Parce que dans notre domaine de compétitif, il est très souvent possible que nos concurrents nous attaquent sur des domaines d'IP. Et la seule solution d'y répondre, c'est d'avoir un portefeuille de brevets qui soit suffisamment fort pour pouvoir aussi attaquer nos concurrents. Et c'est en ce sens qu'il y a un équilibre mondial qui s'établit entre les grands acteurs de grandes entreprises qui évitent quelque part de faire un procès, parce qu'on sait très bien qu'à la fin, si vous nous attaquez sur un sujet, on pourra les attaquer sur un autre. Donc l'aspect brevet et qualité des brevets est définitivement très importante. Le dernier point que je mentionnerai, c'est l'aspect environnement. Nous travaillons sur l'environnement depuis trentaine d'années, je dirais, avant que ce soit vraiment un sujet important au niveau du climat mondial. Et on a toujours travaillé dans le sens à la fois de réduire la consommation d'énergie de nos usines, en termes d'électricité, en termes de consommation d'eau, en termes d'émissions de PFC, pour s'assurer que la neutralité carbone soit la plus proche possible. Et nous avons aussi beaucoup travaillé sur l'utilisation des terres rares, pour minimiser l'utilisation des terres rares par rapport aux différentes réglementations qui ont été mises en place, en particulier aux États-Unis, vis-à-vis de la République démocratique du Congo en particulier. Donc nous avons tout un ensemble d'écosystèmes pour nous qui est à la fois les partenariats dont je vous ai parlé avec les clients, les fournisseurs, et à la fois avec la partie brevet, et essentiellement basé autour des compétences et des développements qu'on pourra avoir en interne autour de notre capital humain. Et tout ça avec une conscience et un objectif de neutralité carbone. À ce sujet, nous allons annoncer le mois prochain la date à laquelle nous allons avoir une neutralité carbone dans la société. Et je pense qu'on est extrêmement ambitieux dans ce domaine-là. D'accord, merci. Je vais repasser la parole à M. Fournier. Tout à l'heure, en fin de journée, nous allons reconnaître et célébrer les mérites, je dirais, du groupe Hermès en matière de gestion d'immatériel. Cela dit, toujours s'améliorer, il y a toujours des choses à changer, il y a toujours des inflexions pour maintenir cette performance et encore maximiser ses effets. Donc, si vous vous projetez, qu'est-ce que vous souhaiteriez, qu'est-ce que le groupe Hermès souhaiterait encore accentuer ou marquer comme inflexion pour être encore plus performant dans l'identification, la mesure et surtout l'activation de ces forces spécifiques immatérielles. Alors, plusieurs points sur cette question. Il y a une actualité très forte actuellement, on l'a vu dans ce que disait la ministre, autour de l'ancrage territorial. Je crois que c'est un mot qu'il faut qu'on s'habitue à employer et à utiliser. Pour nous, en tout cas, c'est un point majeur, essentiel. Aujourd'hui, on a, je vous le disais tout à l'heure, une production qui est centrée sur l'humain et on a une approche régionale. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 43 sites de production dans 8 des 13 régions de France. Et donc, on considère que cet ancrage territorial, ça, c'est un élément essentiel pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Parce qu'on va aller, et d'ailleurs, l'Europe travaille sur ce sujet-là. Sciences Po, hier, vient de lancer une chaire à laquelle nous participons d'ailleurs, sur la thématique du développement durable avec, bien sûr, les enjeux climatiques, mais aussi la notion d'ancrage territorial. Et on est convaincu, en tout cas, qu'il faut qu'on travaille au plus proche des territoires. On a besoin, aujourd'hui, de recréer l'emploi là où se trouvent les gens, là où les gens vivent. On le sait, notre pays a malheureusement perdu de l'emploi manufacturier au fil des dernières décennies, pour des bonnes et des mauvaises raisons d'ailleurs. On parle aujourd'hui de relocalisation. Alors nous, ce n'est pas notre sujet. Nous, c'est au contraire d'affirmer encore plus notre localisation. Travailler sur l'ancrage territorial, c'est travailler en proximité avec des hommes et des femmes qui, sur les territoires, ne désirent qu'une chose, c'est travailler, donc avoir un emploi. C'est travailler sur la formation, c'est essentiel. La formation, ça passe par la relation avec les établissements scolaires. Ça fait partie aussi de l'actif immatériel. C'est un point majeur. On a des outils de formation. Bien sûr, nous, on a un savoir-faire de formation sur des métiers spécifiques qui sont les nôtres, et des métiers d'artisanat
qui sont les nôtres, mais on a besoin aussi de s'appuyer sur les établissements scolaires. C'est également le lien avec les partenaires qui sont les parties prenantes qui nous entourent. Ça commence par les mairies. On a, l'année dernière, pour la première fois, organisé une réunion des maires des villes et des villages où nous sommes implantés pour voir comment on pouvait les faire travailler ensemble, comment on pouvait développer de nouvelles relations avec eux, parce qu'ils sont essentiels à l'implantation. On est une entreprise citoyenne, on a besoin d'avoir le relais avec ces pouvoirs publics locaux. C'est aussi les acteurs culturels, les acteurs associatifs de ces territoires. Donc tout cet écosystème, ça, pour moi, c'est une des réponses à ce que l'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire, on voit bien que, par exemple, la problématique des transports est une problématique importante pour des salariés qui doivent faire beaucoup de kilomètres pour pouvoir se rendre sur le lieu de travail. Rapprocher l'emploi de là où les gens en vivent, c'est essentiel. Après, l'autre point, je crois, c'est surtout, mais tout le monde le dit aujourd'hui, c'est de pas oublier que nos entreprises, elles vivent par les hommes et par les femmes que nous employons et qui sont peut-être l'actif le plus important. Parce que dans un monde qui se digitalise et se virtualise de plus en plus, on en a la preuve aujourd'hui avec cette réunion digitale, en tout cas avec ces outils formidables qui sont à notre disposition. Je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie la relation humaine et revenir à l'essentiel du fait de travailler avec des hommes et des femmes qui sont le cœur même de nos métiers. Après, il faut aussi qu'on s'ouvre au monde. Alors, ça peut paraître paradoxal de parler d'ancrage territorial et en même temps de parler d'ouverture au monde. Mais si on regarde tous nos problèmes sous le prisme de notre pays et de nos territoires, voilà, des limites de nos pays européens en tout cas, on ne va pas forcément voir tout à fait ce qui se passe. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des dynamiques très fortes qui se créent. Nous, on le voit sur le plan commercial, évidemment, quand on parle de l'Asie spécifiquement. Donc, il faut qu'on ait cette ouverture au monde. Donc, c'est à la fois penser global et agir local. C'est-à-dire s'ouvrir au monde, penser global, être prêt à aller de façon dynamique à la conquête de marchés qui sont hors de nos frontières, mais sans penser local, parce que pour une société comme nous, alors évidemment, on s'exprime dans des métiers particuliers, mais on a, dans l'esthétique des objets que l'on fabrique, on voit une part de culture aussi, on voit une part de l'histoire de notre pays, du savoir-faire de notre pays. Donc ça, il faut en être très fier, s'appuyer sur cette réalité-là, la chérir, la poursuivre, l'amplifier éventuellement, ce que l'on fait, nous, avec les créations de sites, puisqu'on a actuellement 4 sites nouveaux en projet en France, qui sont des sites maroquiniers spécifiquement, avec à peu près à chaque fois 300 emplois à la clé. Donc, chérir ça et se projeter à l'international. Et je pense que c'est cette double réflexion de l'agir local et du penser global qui nous permettra de rester, je pense, encore très vivant et très dynamique, y compris dans un contexte de crise comme celui que l'on vit. Merci. J'en profite pour vous inciter à poser des questions dans le chat pour qu'on puisse les recueillir et les adresser à nos intervenants. Peut-être pour Monsieur Tingot, même question. Qu'est-ce qu'il faudrait changer demain chez STMicroelectronics pour mieux s'occuper encore, sur la base de ce que vous nous avez déjà expliqué, de tous les actifs humains, relationnels, organisationnels de votre entreprise? C'est une vaste question, mais je pense qu'il y a plusieurs axes. Le premier, la formation est importante pour nous, la formation permanente sur un métier de haute technologie, c'est essentiel. Mais aussi les orientations des évolutions. Par exemple, on a constitué une école en interne, une école de formation pour réorienter un certain nombre de développeurs, de concepteurs de circuits intégrés, qui étaient très très forts dans le digital, mais on n'avait pas assez, par exemple, de gens dans le domaine logique, et donc, ou dans la radiofréquence. Et donc, nous avons constitué une école qui dure 2 ans en interne, faite de volontaires, de gens qui puissent passer d'un mode de fonctionnement intellectuel qui est très donc digital, avec un mode de fonctionnement d'IRPC,
vers le monde de l'analogique ou de la radiofréquence qui n'ont rien à voir avec ces types de conception. Donc le fait de développer des écoles et des formations complémentaires, c'est important pour augmenter notre entropie dans ce domaine. Je dirais le deuxième sujet, c'est le facteur de motivation des équipes. Comme je vous l'ai expliqué, le capital humain pour nous est essentiel. C'est ce qui fait la différence. Et aussi le partenariat. En ce qui concerne le partenariat, ça fait partie de notre culture d'entreprise depuis toujours. C'est la seule façon d'aller vite et la seule façon d'avoir une vision globale système, c'est de travailler avec des partenaires. Et ça, c'est important, mais on doit l'élargir, l'anticiper et avoir une vision stratégique sur les axes de développement par anticipation forte. Donc ce partenariat est important. Et ce partenariat, comme je vous l'ai dit, il se positionne non seulement avec les clients, mais aussi avec les acteurs publics. Et en particulier en France, nous travaillons avec différents laboratoires, que ce soit le CNRS, le LETI, le LIST, on essaye un peu avec l'INRIA. Et ça, ça nous apporte beaucoup, en particulier avec le CEA-LETI, qui est une activité très forte dans le domaine de la microélectronique. Et les pôles de compétitivité, par exemple, avec Minalogic sur la région de Grenoble. Donc voilà des axes qui sont vraiment importants. Au-delà de ça, je vous ai expliqué aussi que nous devrions avoir une stratégie environnementale très forte. C'est non seulement un souci citoyen, mais c'est aussi, pour nous, on y voit une opportunité business, très clairement. Et troisième facteur de cette stratégie sur l'environnement, c'est aussi le fait d'avoir une motivation forte des employés. Non seulement des employés qui sont aujourd'hui dans la société, mais lorsque vous en voulez embaucher un jeune, et je vous ai exposé la problématique que nous avons de difficulté de trouver des compétences qui sortent de l'école ou autre, aujourd'hui, la question prédominante des jeunes quand vous avez un entretien d'embauche qui sortent de l'école, c'est pas quel est le salaire, c'est qu'est-ce que vous faites pour l'environnement. C'est pas quelles sont mes marges de progression dans l'entreprise nécessairement, c'est qu'est-ce que vous faites pour que l'environnement au travail soit bien. Et donc on travaille beaucoup dans cette direction, et c'est vraiment de l'actif immatériel au sens strict, pour s'assurer que l'appétence des jeunes recrues soit favorable, plutôt qu'ils aillent chez un concurrent directement. Donc ça, vous voyez qu'on a aussi cette convergence triple sur la partie environnementale. Et au-delà de ça, je dirais, donc, je vous ai parlé des partenariats avec les laboratoires de recherche, mais on a aussi des partenariats avec les pouvoirs publics, puisque le fait d'avoir pu maintenir, on parlait des territoires précédemment, nos activités en France, et nous avons principalement nos activités entre la région de Grenoble, d'Aix-en-Provence, de Tours et de Rennes, et un petit peu à Paris. Nous avons beaucoup d'activités en province. Donc nous travaillons non seulement avec les écosystèmes locaux, comme la région, les métropoles, les municipalités également, mais aussi avec l'État, et avec le soutien de l'État dans des programmes de support financier, des programmes de recherche et développement qui sont conjointement mis en place avec l'accord de la DG Concurrence et ce qu'on appelle des PIEC, donc des programmes européens d'intérêt généraux dans le domaine de la microélectronique, pour qu'on puisse renforcer cet aspect d'innovation et de recherche et développement, et donc de travailler sur les designers, le capital humain que nous avons, avec des partenariats avec l'État sur ces programmes de recherche. Comme c'est fait en Allemagne, comme c'est fait en Italie, et surtout comme c'est fait en Corée, au Japon, en Chine et aux États-Unis. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, la Chine a décidé, à travers ses programmes de support financier sur le domaine des composants électroniques, de supporter son industrie à hauteur de 150 milliards de dollars. Donc c'est absolument massif, colossal, parce que les enjeux qui sont derrière dans la maîtrise de la chaîne de valeur électronique sont très importants. Aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe un petit peu dans la tension des relations américaines et chinoises, on ne coupe pas le pétrole, on ne coupe pas le maïs, on coupe les fournitures de composants électroniques à des acteurs chinois. Et au-delà de ça, je reviendrai sur un autre point aussi qui est important qu'a mentionné Pascal Faure, c'est la contrefaçon.
Nous sommes très exposés à cette situation-là, du point de vue de la haute technologie, en particulier en Chine. Je dirais que nous avons quand même une coopération assez intéressante avec les associations chinoises dans ce domaine, où on perçoit que l'État chinois ne souhaite pas pousser ses entreprises dans des copies de haute technologie, mais développer sa propre technologie. Et donc, ils font, avec notre support, la chasse aux contrefaçons qui sont faites non seulement en termes de marques, mais aussi en termes de produits. Donc, c'est tout un ensemble, vous voyez, de programmes que l'on met en place et de coopération que nous avons au niveau mondial qui se retrouvent sur ce que l'on fait en France. Alors, je ne vous ai pas mentionné le chiffre, mais ST Microélectronique en France, nous exportons 93% de notre production nationale quand même. Merci. Merci beaucoup pour ces précisions. Il est déjà 15h29. Le temps passe. À moins que Pierre, vous ayez un petit mot de conclusion de cette table ronde en réaction à ce qu'ont dit M. Fournier, M. Tingot. Bien sûr, avec plaisir, rapidement, bien sûr, Jérôme. Je veux effectivement rebondir sur ce qui a été dit par Olivier et par Thierry, notamment en prenant un exemple assez concret que sont soit les achats qui sont faits par les grandes entreprises dans des pays très lointains, soit même le débat sur la relocalisation de ce qu'on fabrique. L'immatériel doit nous amener à avoir une vision différente de ce qu'on fait dans ces domaines-là. Je vais être très concret et très précis. Si j'achète une pièce de rechange ou de la matière en Chine, dans mes comptes vont apparaître le coût de cette pièce et on va le comparer au prix de vente, on va dire on gagne beaucoup d'argent. Après, si je fouille un petit peu plus dans les comptes, je vais y trouver des frais logistiques, des frais de traduction, des frais de suivi qualité. Et si je fais un peu de comptabilité analytique, je vais avoir un coût de départ un peu plus élevé. Et après, il y a tout un tas de choses qui n'apparaissent pas. On a parlé d'environnemental, l'impact carbone, on a du mal à l'identifier. Tout l'impact environnemental d'importer de si loin, on le mesure pas. L'impact social, je n'en parle même pas. L'impact d'image que ça peut avoir d'importer des pièces ou de fabriquer à partir de composants d'origine chinoise, pas du tout mesuré. La visualisation par mes clients de ces produits n'est pas mesurée non plus. Donc vous voyez, dès qu'on se pose un petit peu la question de l'immatériel, c'est-à-dire tous ces coûts qu'on ne mesure pas jusque-là et qui pourtant vont faire la valeur réelle vis-à-vis de mes clients, de ce que j'achète, et la valeur réelle comptable d'ailleurs, si j'additionne tous ces coûts et que je les transforme en euros, tout ça montre l'intérêt qu'il y a de se poser la question et de se dire il y a beaucoup de choses que j'achète très loin et que je ferais mieux d'acheter à côté de chez moi, ne serait-ce que parce que en service après-vente, en suivi, en image, je vais y gagner. Et il y a beaucoup de choses que je produis très loin de chez moi, que je pourrais produire peut-être au coin de la rue. Et vous voyez comment l'immatériel nous amène encore une dimension supplémentaire dans cette réflexion entre le lointain et le proche. Et j'espère que ça fera partie des choses qui nous éclaireront dans les mois et les semaines qui viennent. On l'a vécu de manière très dure en début de crise, quand tout ce qui était produit très loin n'arrivait plus en France et on voyait les ruptures que ça causait. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Donc, ne serait-ce que sur cet exemple-là, on peut se poser la question de la valeur de ce qu'on achète, de la valeur de ce qu'on produit et comment la recalculer à l'heure de l'immatériel que nous promouvons tous. Merci Pierre. Peut-être en 1 minute ou 1 minute 30 maximum, Monsieur Tingot, une question d'un des participants. En quoi la préservation de l'environnement correspond pour vous à un enjeu ou un intérêt business? Et puis on s'arrêtera là juste après. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez améliorer l'empreinte énergétique, je prends l'exemple d'une voiture électrique. Aujourd'hui, vous avez dans le monde $350 de composants électroniques par voiture sur une voiture à moteur à combustion. Dans une voiture électrique, il y a $2000 de contenu de semi-conducteurs. Donc pour nous, c'est non seulement un devoir, mais c'est aussi une opportunité business colossale. Et on a la chance d'être très bien positionné sur ces marchés-là. On est le fournisseur exclusif de Tesla, par exemple, sur la partie gestion des moteurs électriques, sur les transistors à carbure de silicium. On est en train de développer des technologies à carbure de nitrure de nitrure de gallium qu'on va fabriquer en France dans notre usine de Tours, tout ça en coopération avec le CEA. Donc c'est non seulement
une tendance pour la réduction des émissions de CO2, mais aussi pour nous une opportunité de business parce que pour faire ça, vous avez besoin d'électronique. Voilà. D'accord. Merci. Et merci Mathieu Lescans pour cette question. Nous sommes obligés de nous arrêter là. Encore un grand merci Olivier, Pierre, Thierry pour cette première table ronde. Merci. Nous avons pris un peu de retard. Si vous en êtes d'accord, nous allons reporter la pause à 16h15, 16h20 et nous allons enchaîner directement sur la table ronde numéro 2.